Eh bien, je souhaite la bienvenue à nos participants pour ce webinaire sur le pacte vert européen, comment passer de la parole aux actes. Et nous allons nous intéresser notamment à une double problématique qui est l'impact pour l'agriculture et dans le cadre du plan de relance. Ce webinaire est organisé par Europa Nantes, autrement dit la Maison de l'Europe à Nantes, Maison de l'Europe récemment relabellisée. Bienvenue aux participants. L'organisation est faite par Anissa Chamy, qui est chargée de communication à la Maison de l'Europe, et Olivier Brunet, conférencier, animateur Team Europe. Je vois que nos participants sont là pour la plupart. Par contre, dans nos intervenants, nous avons la chance d'avoir la présence de Carole Labbé, que je peux présenter brièvement, et puis elle va compléter sa carte de visite. Et puis, quand Benoît Biteau va nous rejoindre, il va aussi pouvoir se présenter. Carole Labbé, je sais que vous avez travaillé au département économie de l'ambassade de France dans différents pays, puis à Bruxelles comme administratrice au comité des régions et ensuite à la Commission européenne où vous êtes toujours. Vous êtes actuellement conseillère économique au bureau de représentation à Paris. Vous avez travaillé également au Centre commun de recherche et à la Direction générale de l'énergie. Et peut-être voulez-vous ajouter certains éléments. Oui, bonsoir à tous. Merci Olivier Brunet de m'accueillir pour ce webinaire. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir et je vous parlerai plus précisément effectivement du pacte vert et des enjeux que ça pose dans le cadre du plan de relance. Donc, en ce moment, je travaille à la représentation de la Commission à Paris, que j'ai rejoint en septembre dernier. Et depuis cette date, je travaille sur l'analyse du plan de relance et de résilience français, qui est en cours d'adoption et qui devrait être adopté dans les semaines qui viennent. Voilà. Bon, merci beaucoup. Et donc, nous espérons que Benoît Biteau va pouvoir nous rejoindre. Je le présenterai dans quelques instants dès qu'il sera arrivé. Il avait une réunion et c'est le cas des parlementaires européens qui actuellement enchaînent des réunions les uns après les autres. Mais nous aurons l'avantage en principe d'avoir un parlementaire du groupe des Verts qui est un spécialiste notamment des questions d'agriculture. Alors, simplement pour commencer par les choses, je dirais, de base, l'année dernière, les Maisons de l'Europe en Pays de la Loire avaient organisé un webinaire avec Éric Andrieux et Michel Rivasi. Donc, on avait parlé d'un sujet qui était la relance européenne sera-t-elle verte et du pacte vert européen. Mais un an, c'est long, c'est déjà peut-être un peu oublié dans nos mémoires. Et donc, je vais profiter de ce que Carole Labbé est ici pour nous rappeler les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est que ce pacte vert européen? Par qui a-t-il été inventé? Et qu'est-ce qu'on peut en attendre? Merci, Olivier Brunet. Alors, d'abord, le pacte vert, j'espère que vous en avez effectivement tous entendu parler. C'est en fait la nouvelle feuille de route de la Commission européenne qui encadre et qui dirige, en fait, qui nous sert d'aiguillon et de boussole pour l'ensemble des politiques publiques européennes. Donc, il a été adopté, ce pacte vert, en décembre 2019, c'est-à-dire juste après l'arrivée de l'actuelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à la tête de la Commission européenne, avec pour objectif, c'est vraiment ça le cœur du pacte vert, c'est d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc, qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone? C'est essayer de faire en sorte que les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne soient nulles de manière nette, c'est-à-dire que les émissions résiduelles qu'on aura toujours en 2050, car c'est vraiment impossible de réduire à zéro nos émissions de gaz à effet de serre, soient compensées par l'absorption des émissions, l'absorption du carbone par les puits de carbone tels que les forêts ou les océans. Donc, c'est un objectif extrêmement ambitieux. 2019, fin 2019, c'était il y a maintenant 1 an et demi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait depuis lors? Je dirais que l'acte majeur pour vraiment faire en sorte que ce pacte vert devienne une réalité, c'est la proposition que la Commission européenne a faite de loi climat.
qui trace la voie jusqu'en 2050, parce que 2050, c'est assez lointain, donc il faut qu'on ait une trajectoire, il faut qu'on ait des objectifs plus rapprochés. Donc l'idée, c'est qu'en 2030, on atteigne un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55%. Et suite à la proposition de la Commission de mars 2020, là, on est arrivé à un accord entre le Conseil, donc les États membres et le Parlement européen, qui est provisoire mais qui va entrer en vigueur rapidement, sur cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55%. Et donc, au-delà de cet objectif qui nous sert d'aiguillon, derrière, ça veut dire que toutes les politiques publiques de l'Union européenne sont impactées par cet objectif, puisque ça concerne à la fois les transports, l'énergie, l'industrie, en fait, tous nos modes de production et nos modes de consommation au niveau de l'Union européenne. Donc, depuis l'adoption du pacte vert, effectivement, la Commission a mis sur la table un certain nombre de stratégies qui touchent à la fois à la biodiversité, à l'économie circulaire, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Une stratégie sur la mobilité, énormément donc de stratégies qui encadreront les politiques publiques à venir. C'est-à-dire que maintenant, on va réfléchir et on est en train de mettre sur la table un certain nombre d'initiatives législatives pour que ces stratégies deviennent réalité. Donc, ça veut dire qu'on va traduire cet objectif politique extrêmement ambitieux en actes. Donc en acte législatif, on est en train de réviser plusieurs règlements. Là, en juin, la grande actualité, en fait, c'est le paquet qu'on va appeler Fit for 55. Donc, comment répondre à cet objectif de réduction de 55%, avec donc un gros paquet énergie-climat qui sera mis sur la table d'ici mi-juillet. Donc voilà, et donc ça concerne à la fois les actes législatifs qui vont devoir être modifiés. On compte qu'une cinquantaine d'actes législatifs devront être modifiés pour répondre aux objectifs du pacte vert, et ça nécessite aussi des investissements absolument colossaux. Et ça, on en parlera peut-être dans un second temps, puisque moi, je vais vous parler du plan de relance. Voilà. Bon, et je vois que Benoît Biteau est arrivé. Parfait. Merci beaucoup, Carole, pour ce rappel des fondamentaux vus de la Commission européenne. Je vais accueillir Benoît Biteau en vous souhaitant la bienvenue. Je sais que vous étiez en réunion. Nous avons commencé pile poil à l'heure, mais peut-être quelques mots d'abord sur vous. Moi, je vois sur Wikipédia que vous classez comme dans la catégorie des paysans agronomes, créateurs, gérants d'une ferme paysanne éco-citoyenne biologique en Charente-Maritime, que vous avez été aussi un élu en Poitou-Charentes et en région Nouvelle-Aquitaine, élu au Parlement européen depuis 2019 sur la liste Europe Écologie Les Verts, et peut-être de même que Carole Labbé s'est présentée il y a quelques instants, voulez-vous ajouter quelques éléments sur vous? Non, mais d'abord m'excuser de ce petit retard parce que j'avais effectivement une journée qui était un peu compliquée et donc c'était difficile de tenir tout le temps les horaires, surtout quand la circulation ne se met pas au rendez-vous. Donc voilà, c'était ça un peu la problématique. Après, sur effectivement qui je suis, mon métier, c'est paysan, c'est pas contestable. Je suis ingénieur de formation, agronome, c'est ma spécialité très transversale, mais j'ai aussi des compétences en génétique, en gestion de l'eau, en écologie, et je suis aussi halieude, donc sur les sujets de la ressource halieutique. Et donc, dans ma vie politique, alors je suis paysan, et l'intérêt de mon projet, c'est que je suis parti d'une structure qui était dans un modèle qu'on appelle intensif, productiviste, industriel, on peut l'appeler comme on veut. Et grâce à l'agroécologie, j'ai réussi à faire des transitions importantes qui apportent des réponses à la fois sur l'enjeu du climat, sur l'enjeu de la biodiversité, sur l'enjeu de la santé, sur l'enjeu de la meilleure gestion des ressources, que ce soit l'eau ou l'air. Donc ça, c'est quand même intéressant de montrer qu'on peut partir de là, de ce système très productiviste, très intensif, et réussir à faire des transitions et apporter aussi des réponses économiques. Parce que souvent, on a l'impression qu'on continue de vouloir instiller ce message qui consiste à penser que l'écologie est l'ennemi de l'économie, sauf que ce que je démontre sur cette structure, c'est que sa santé économique est intimement liée à une bonne réponse
écologique. Et donc ça, c'est important de le signaler. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'être récompensé par le Trophée national de l'agriculture durable. À l'époque, c'était Michel Barnier qui était ministre de l'Agriculture et qui m'a donc récompensé de ce Trophée de l'agriculture durable. Et puis dans le champ politique, effectivement, je suis entré en politique en 2010, où j'ai pu être vice-président d'une région qui est la région Poitou-Charentes, qui est un véritable laboratoire sur l'expérimentation de l'agroécologie, avec une présidente qui m'a vraiment donné carte blanche, et ça nous a permis de faire des choses extrêmement intéressantes, qui montrent que les politiques publiques peuvent vraiment être le levier du changement. Et depuis, donc j'ai été réélu en région Nouvelle-Aquitaine en 2015, où là, ma délégation s'est un peu réduite, mais sur un plus grand périmètre qui est la délégation à la mer. Mais avant, j'étais sur la mer uniquement sur le côté Poitou-Charentes. Là, je faisais l'essuie-glace entre Hendaye et Maran, pour ceux qui connaissent la région. Donc, ça fait quand même un grand littoral. Et depuis mai 2019, je suis député européen. Je siège effectivement avec les Verts. Et je siège dans la commission agriculture, dans la commission pêche et dans la commission développement économique. Voilà, ça pourrait être beaucoup plus long, mais j'essaie d'être le plus succinct possible. Non, mais c'est parfait. Donc, je vous remercie du temps que vous nous consacrez. Donc, on était là vraiment dans notre premier tiers de webinaire en essayant de réviser les fondamentaux. Donc, les fondamentaux en plaçant bien, évidemment, nos deux intervenants dans leur rôle respectif, l'un au Parlement européen et l'autre à la Commission européenne. Et donc, avant de prendre le sujet agriculture, ou en tout cas les choses qui vont vous intéresser très spécifiquement sur le niveau de verdissement de l'agriculture actuellement, et avant de terminer sur la question du plan de relance, peut-être encore quelques mots tout de même pour bien nous fixer les fondamentaux en termes de pacte vert. Donc, on a bien compris, Carole, que l'initiative était venue de la Commission von der Leyen, dans un contexte, je dirais, plus favorable et plus porteur aux thématiques de l'environnement que la commission Juncker précédente. Vous, du côté du Parlement européen, alors vous êtes membre du groupe des Verts, mais plus généralement au Parlement européen, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce grand pacte vert? L'année dernière, nous avions accueilli ici Éric Andrieux et Michel Rivasi, donc on était dans une phase, je dirais, de décollage du pacte vert. On ne va pas réinterroger les mêmes un an plus tard en leur demandant où est-ce qu'on en est, mais tout de même, vous êtes très voisins et très proches. Qu'est-ce que vous en faites comme lecture, je dirais, très synthétique et très globale de ce pacte vert, Benoît Biteau? Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide à ce stade? Et un peu les deux. De toute façon, un verre à moitié plein, à moitié vide, il est à peu près rempli de la même manière. Donc, on va dire ça. Nous, les écologistes, on aimerait bien des ambitions plus élevées, mais on a le mérite d'accompagner la Commission et l'initiative de la Commission, l'initiative des stratégies que porte la Commission, parce qu'elles ont le mérite d'exister, elles ont le mérite d'être un premier pas. Et ce n'est pas un premier pas qui s'inscrit non plus dans la politique des petits pas, justement. C'est-à-dire que nous, le Parlement européen, et je pense que c'est le point commun dans cette mandature entre la Commission et le Parlement européen, on est sur un Parlement européen qui a été sévèrement renouvelé, seulement, ou plutôt les trois quarts des eurodéputés, pour rester plutôt dans les logiques de verre à moitié plein, les trois quarts des eurodéputés sont des nouveaux entrants. Quand vous dites sévèrement, ce n'est pas une punition, c'est plutôt positif. Oui, c'est plutôt positif. Oui, tout à fait. Mais c'est sévère par rapport au modèle duquel il faut se détourner. C'est plutôt dans ce sens-là que je parlais de sévèrement. Donc, une nouvelle génération d'eurodéputés qui ont tendance, quelle que soit l'obédience politique, à considérer qu'effectivement, on ne peut plus ne pas admettre un certain nombre d'urgences sur le climat, sur la biodiversité, sur la santé, et qui, du coup, pose des actes politiques, on va les appeler comme ça, qui convergent avec ceux de la Commission, puisque on peut dire que le Parlement a topé avec la Commission sur la nécessité d'avancer sur ce fameux Green Deal, sur ce pacte vert. Mais depuis le début de cette mandature, on a voté très tôt, à la fin de l'année 2019, l'état d'urgence climatique. Ensuite, il y a eu le débat sur le pacte vert, où finalement, il y a eu une position convergente avec la Commission. On a voté également la feuille de route pour le climat, donc ça donne quand même également des ambitions partagées avec la Commission à nouveau. Et la semaine dernière, à Strasbourg, on a voté
la première stratégie du Green Deal, qui est la stratégie pour la biodiversité. Donc, on voit bien que cette mandature, 2019-2024, s'inscrit sous le sceau de ce pacte vert et de ses ambitions autour du climat et de la biodiversité. Après, moi, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on peut trouver le verre à moitié vide, c'est que ces belles ambitions, ces beaux objectifs ne pourront être atteints que si les politiques publiques déployées par l'Union européenne sont convergentes avec ces ambitions-là. Et moi qui siège en commission agriculture, qui suis moi-même agriculteur, quelle déception que de voir comment s'oriente la politique agricole commune. C'est-à-dire qu'on prend les mêmes recettes que celles qui... Et là, on a 2 rapports de la Cour des comptes européenne. On va garder Voilà. l'agriculture pour dans un instant, mais je me doutais que vous alliez venir assez vite sur l'agriculture. Oui, parce que ça devient de la schizophrénie à ce niveau-là. Mais prenons un petit peu le reste pour commencer quand même. C'est bon, y compris par exemple, et là je peux revenir le cas échéant vers Carole Labbé, ou l'un d'entre vous, c'est l'articulation de ce pacte vert avec l'ensemble des différentes politiques européennes. Donc l'agriculture, on va en parler, on va s'y intéresser, mais bon, par exemple, l'articulation avec la politique sociale, ça c'est plus compliqué parce qu'il y a moins de compétences. Mais enfin, tout de même, on a un socle des droits sociaux et on a un sommet à Porto sur ce sujet-là, ou l'impact vis-à-vis des consommateurs, plus compliqué aussi parce qu'on n'a pas les mêmes gros leviers. Mais enfin, tout de même, pour laisser notre PAC que nous allons approfondir dans un instant et avoir une lecture globale du Green Deal, donc un verre à moitié plein, à moitié vide. Bon, effectivement, un verre, même s'il est à moitié vide, ça peut être rempli d'un bon liquide, mais tout de même sur les choses qui ont vraiment bien progressé depuis un an ou sur les choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, j'entends bien l'agriculture, mais sinon, les choses qui ont vraiment bien avancé depuis un an et celles qui n'ont pas bien avancé. Si je peux intervenir, Olivier Brunet, effectivement, vous parliez de la politique sociale. Alors effectivement, au niveau européen, on n'a pas les compétences en matière sociale. C'est une compétence qu'on appelle partagée entre l'Union européenne, la Commission et les États membres. Pour autant, et dans le cadre du Green Deal, donc cette approche complètement transversale, hein, puisque ça touche, comme je le disais tout à l'heure, à toutes les politiques publiques de l'environnement, du climat, l'énergie, les transports et aussi la politique sociale. Côté européen, donc avec la nouvelle commission von der Leyen, on a nommé un vice-président en charge du pacte vert, donc qui est là pour garantir cette approche holistique et transversale du pacte vert qui doit s'appliquer à l'ensemble des politiques. Donc c'est Frans Timmermans. Et Frans Timmermans a aussi pour charge, et il est complètement convaincu, je pense que ce sera en phase aussi avec les propos de Bruno Abito, sur le fait que la transition, on s'est très vite rendu compte qu'elle ne pourrait être effective, et donc la transition écologique ne pourra fonctionner que si elle est sociale et inclusive. On l'a déjà bien vu avec l'expérience française des Gilets jaunes, mais très tôt dans le logiciel Commission européenne et donc de l'Union européenne sur cette idée de pacte vert, la notion de transition juste et inclusive est absolument fondamentale. Donc côté européen, on a mis sur la table diverses propositions pour assurer que cette transition soit juste, et c'est juste à la fois au niveau social pour les publics les plus vulnérables, mais aussi pour les territoires et les régions les plus en difficulté pour mettre en œuvre ce pacte vert, parce que la marche est déjà très haute pour l'ensemble des territoires et pour l'ensemble des États, mais vous imaginez bien qu'au niveau européen, si on regarde en dehors du cadre français, si on se tourne un peu vers l'Est et la Pologne, par exemple, ou la Silésie, c'est des régions où les mines de charbon continuent à occuper un certain nombre de salariés. Donc, cette notion de transition juste est vraiment au cœur, et c'est ce que je voulais dire, du pacte vert. Et on a mis en place donc, un fonds pour la transition juste. Donc, la France, elle, devra recevoir, je crois, 1 milliard d'euros environ pour permettre à certains territoires où il y a encore quelques centrales charbon qui doivent fermer en 2022 de reconvertir la population, mais c'est vraiment quelque chose de fondamental pour de nombreux pays à l'est de l'Europe. Et donc, cette dimension sociale du pacte vert est éminemment importante. Bon, en espérant évidemment au passage que la politique de cohésion se déroule comme on le souhaite et que les régions, et notamment les régions, les nouveaux exécutifs élus fin juin, entendent bien les messages européens dans le cadre des nouveaux programmes
FEDER et FSE, mais bon, c'est une autre histoire, mais ça montre évidemment la complexité de notre assemblage. Très bien. Et du Avec quand même, côté… Oui, monsieur Brunet, oui, avec quand même, allez-y. si on ramène ça sur la France, une tentative, du gouvernement français à recentraliser ses politiques publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on a le réflexe de penser aux régions qui étaient autorités de gestion sur un certain nombre de fonds européens. FSE, vous en avez parlé, mais aussi FEAMPA, FEDER, FEADER. Là, il y a quand même une tentative de recentralisation. Et donc, vous parliez de l'exécutif régional. Moi, j'adorerais que vous ayez raison et qu'on donne vraiment du poids aux exécutifs régionaux pour piloter ces fonds européens. Donc ça, c'est une première remarque, mais ce n'est pas la tendance du moment. Je ne veux pas faire d'électoralisme là, mais il faudra bien regarder les projets des différents candidats sur ce thème-là. Oui, c'est ça. Dit encore plus clairement pour nos auditeurs, c'est notamment la gestion du FEADER dont on parle, qui va être renationalisé. Est-ce qu'on peut parler de renationalisation ou il est déjà très national? Elle est déjà très nationalisée, puisqu'en vérité, la partie qui était confiée aux régions, c'était la partie qu'on appelle le second pilier, donc qui représente 25% de l'enveloppe et qui était liée aux mesures agro-environnementales, pour faire simple et pour essayer d'être le plus pédago possible. Donc, c'était déjà une portion assez limitée de la gestion du fonds FEADER. Mais cette partie qui était quand même une partie intéressante confiée aux régions et qui a donné satisfaction, on voit la dynamique autour de la conversion à l'agriculture biologique, c'est quand même parce que les régions ont fait de cet enjeu une priorité. Et le fait qu'on revienne en arrière et que cette compétence soit à nouveau confiée à l'État, c'est quand même une tentative un peu jacobine de revenir sur des logiques centralisées, alors que tout le monde nous parle d'une nouvelle étape de décentralisation qui est attendue par beaucoup d'acteurs de nos territoires. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet. Et puis après, sur les politiques sociales, moi, je ne vais pas vous parler d'enveloppe publique, je vais vous parler de réglementation européenne. On fait le constat de plus en plus de réfugiés climatiques. Et les politiques ou les directives européennes qui gèrent les flux migratoires aujourd'hui mériteraient d'être visitées un petit peu quand même par rapport à ces problématiques qui sont, à mon idée, bien peu respectueuses et en tout cas ont bien peu intégré cette problématique de réfugiés climatiques et qui n'est plus une vue de l'esprit, qui n'est plus un concept et qu'on observe de plus en plus affluer à nos frontières. Donc, il va falloir qu'on intègre probablement des évolutions sur ce sujet-là parce que ce qui est disponible en ce moment en termes de réglementation, je vais utiliser un mot fort, mais en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens, c'est particulièrement insupportable. Bon, merci. En tout cas, je devrais vous le redire aussi aux participants et certains d'entre vous l'ont vu dans le chat. Vous pouvez vous exprimer. Donc, je vois notamment les commentaires de Pierre-Louis Gastinel. La politique sociale est une compétence partagée, certes, mais l'agriculture aussi, ce qui prouve qu'on peut faire beaucoup dans un domaine de compétences partagées. On peut avancer, mais aussi reculer. Et on va y venir dans quelques instants sur l'agriculture. Effectivement, est-ce que la PAC est encore bien une politique agricole commune ou est-ce qu'elle est partiellement commune et partiellement nationale? Mais peut-être avant de plonger dans l'agriculture, encore un ou deux sujets d'actualité. Donc, je ne voudrais pas laisser passer la stratégie sur la biodiversité qui était vraiment citée et peut-être aussi faire un clin d'œil. Là, je m'adresse à nouveau à Benoît Biteau sur une actualité toute fraîche où on a vu également vous vous exprimiez sur l'interdiction progressive des cages dans les élevages, qui est quelque chose que j'ai tendance à raccrocher au Green Deal, même si on n'y avait peut-être pas pensé initialement. Et avec une très large majorité du Parlement européen, c'est un sujet d'actualité. Donc on est dans l'agriculture, mais on est aussi dans l'environnement, on est aussi dans le bien-être animal. Quelle lecture il faut faire de cet événement tout récent? Alors d'abord, faire la lecture que quand une initiative citoyenne européenne arrive à ce niveau-là de mobilisation, 1,4 million d'Européens ont signé, je crois que c'est 17 États membres différents représentés dans cette initiative citoyenne européenne. Donc on voit bien que les citoyens sont sensibles à ces sujets-là. Et ça doit interpeller les législateurs, justement, sur le fait que ce n'est pas des sujets qu'on peut
traiter dans des logiques corporatistes uniquement avec les personnes concernées. Et ça renvoie à un message que je martèle depuis très longtemps maintenant, au fait ou à l'obligation ou à la nécessité, en fonction du niveau d'obligation que les uns et les autres peuvent juger, de replacer ce sujet de l'agriculture dans un véritable débat de société. C'est-à-dire que ceux dont est victime l'agriculture et les politiques publiques de l'agriculture, c'est qu'on confine ce débat dans un débat de spécialistes, corporatistes, dans une sphère agricolo-agricole. Ce n'est pas parce que les aides s'adressent à l'agriculture, aux acteurs de l'agriculture, que les politiques publiques liées à l'agriculture ne doivent être discutées qu'avec ces gens-là. Et donc, c'est ça que nous renvoie cette ICE. Et moi, je me félicite de ces citoyens qui s'expriment sur des sujets qui les regardent et de le faire avec autant de détermination au point que nous avons dû traiter cette initiative citoyenne européenne dans un débat au Parlement européen. Et que, effectivement, ça peut s'installer dans des objectifs du Green Deal parce que, d'une part, il y a cette volonté citoyenne et d'autre part, le vote du Parlement européen a été assez surprenant. D'ailleurs, moi, j'étais agréablement surpris. Il a été massif. Exactement, exactement. Oui, oui. Donc, bon, c'est vrai que là, nous, on essaye vraiment de rendre sensibles nos auditeurs à tout ce qui est dans les fils d'actualité, y compris des choses qu'on ne voit pas forcément venir. Et vous avez certainement raison d'insister sur une initiative citoyenne qui obtient un résultat. Bon, après, le résultat n'est que temporaire, puisque c'est bien une résolution votée par le Parlement européen. Donc, c'est une invitation à la Commission à faire une proposition là-dessus. Mais bon, on va voir la suite. Mais Carole va nous dire ce que va proposer la Commission suite à ce vote massif du Parlement européen. Je veux pas piéger la collègue à Paris qui n'a peut-être pas tous les éléments sur ce que va faire la Commission, mais c'est effectivement la question que nous, on va se poser, forcément. Est-ce qu'on peut, Carole… Non, ce n'est pas pour voter en touche. Oui. C'est pas pour voter en touche, mais effectivement, je ne suis pas du tout ces dossiers particulièrement. Mais oui, l'initiative citoyenne, ça a été aussi quelque chose qui a été proposé à la base par la Commission européenne. Donc, on est ravis quand des initiatives peuvent aboutir de manière aussi massive. Après, effectivement, ça deviendra une proposition de la Commission. Et puis, vous serez là pour en discuter avec le Conseil et les États membres. Hein. Bon, mais enfin, bon, je trouve que dans les exemples récents tirés de l'actualité, celui-là qui nous est tombé dans le bec est un exemple très intéressant parce qu'il est au croisement de beaucoup de choses. Et on va voir effectivement ce qui devient. Sur la stratégie biodiversité en tant que telle, Benoît Biteau, vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce que c'est une stratégie, je dirais, comme on peut le faire avec un risque d'aligner des mots les uns derrière les autres, ou c'est vraiment quelque chose dans lequel il y a des éléments novateurs dans lesquels vous croyez? Il y a des ambitions qui sont fort intéressantes et que je partage. Moi, je trouve que c'est un premier pas extrêmement intéressant, vraiment extrêmement intéressant, avec des zones à protéger, des objectifs chiffrés on ne peut plus clair sur les pesticides, sur les engrais de synthèse, sur les surfaces agricoles à protéger, sur les surfaces en bio, qui sont rappelées d'ailleurs dans la stratégie de la ferme à la fourchette. Donc, j'espère que cette seconde étape de la stratégie de la ferme à la fourchette, qui sur les sujets agricoles va encore plus loin, sera également accueillie avec le même enthousiasme que cette stratégie pour la biodiversité qu'on a votée la semaine dernière à Strasbourg. Moi, je trouve que c'est une première étape intéressante, mais il va falloir qu'on y vienne dans cette soirée, hein, M. Brunet. C'est qu'on peut afficher des belles ambitions. Oui. Si les politiques publiques qu'on met en œuvre ne sont pas au rendez-vous, ça ne restera que des belles ambitions. Et donc, ça ne restera que des vœux pieux. Et moi, je suis quand même très inquiet parce qu'on a voté la stratégie pour la biodiversité là, en juin, à Strasbourg la semaine dernière. On va voter à la prochaine session de juillet, probablement à Strasbourg à nouveau, la stratégie de la ferme à la fourchette. Et dans une séquence politique très serrée, on va voter la politique agricole commune en septembre, où on nous dit exactement l'inverse ou en tout cas les outils qui sont sur la table aboutiront à l'exact inverse de l'ambition, des ambitions qui sont portées dans le cadre du Green Deal. Donc, moi, c'est ça mon inquiétude, c'est-à-dire que si on veut que ces projets soient des projets
qui trouve des résultats à la hauteur de ce qu'on espère, il n'y a pas de secret. Le nerf de la guerre, on sait où il est. Et il faudra que les politiques publiques soient orientées dans les objectifs, dans la convergence et l'atteinte de ces objectifs. Et malheureusement, la lecture de la PAC, je ne vais pas être trop insistant, mais c'est quand même plus du tiers du budget total de l'Union européenne. Ce n'est pas une politique confidentielle de l'Union européenne. Plus du tiers du budget total de l'Union européenne est consacré à la politique agricole commune. Ah ouais. Et on serait à ce point aux antipodes sur les ambitions qu'on est en train de voter. Voilà, il y a une forme de schizophrénie qui, moi, me pose un vrai problème. Bon, j'entends bien effectivement votre réaction. Je vais vous relancer, je dirais, sur 2-3 questions concernant l'actualité de la PAC pour aussi des gens qui, pour certains d'entre nous, ne sont pas des spécialistes de PAC. Donc, c'est vrai que le discours l'année dernière, il y a quelques mois, était plutôt raisonnablement positif en termes notamment du montant consacré à la PAC, 386 milliards pour la PAC à compter du 1er janvier 2023, dont 62 pour la France, un niveau comparable à la période actuelle, donc en termes quantitatifs, après avoir eu peur que les choses régressent fortement, ça n'est pas le cas. Mais en même temps, on voit, et vous avez insisté à juste titre, et l'actualité nous le dit, qu'il y a des points de fixation qui sont redoutables. Un point de fixation redoutable sur les éco-régimes, donc je voudrais qu'on parle un petit peu des éco-régimes, et puis qu'on essaye de voir clair tout de même dans les 10 minutes qui viennent sur la responsabilité européenne et la responsabilité nationale, parce que sur les éco-régimes, on a bien eu l'impression d'un basculement à un moment donné d'une discussion au niveau européen, et vous allez nous réexpliquer de quoi il s'agit. Moi, je comprends que c'est le conditionnement des paiements directs aux agriculteurs à la prise en compte de pratiques respectueuses de l'environnement, avec des discussions bloquées actuellement, et là, ce n'est pas la faute de la Commission, c'est au niveau du Conseil que les choses bloquent. Et bon, on va voir si la présidence portugaise arrive à débloquer, mais vous étiez relativement mal parti dans les derniers trilogues, donc c'est dur. Et visiblement, au niveau national, c'est dur et très dur, puisque vous allez nous l'expliquer aussi. Et c'est ça que je voudrais vraiment décoder avec mes auditeurs, c'est qu'est-ce qui relève maintenant sur des sujets compliqués comme cela du niveau européen et du niveau français. Donc peut-être vous prenez les deux dans l'ordre que vous voulez, mais si je vous dis éco-régime, rappelez-nous de quoi on parle et rappelez-nous l'état de la situation et puis vos espoirs de déblocage à la fois au niveau européen et français. D'abord, sur l'aspect budgétaire, vous avez raison de signifier et de signaler que le budget est sanctuarisé. Alors sanctuarisé, oui, sanctuarisé. Enfin, il est là pour les 7 ans qui viennent, quoi. Oui. Voilà, c'est ça. Il est en tout cas reconduit au même niveau que la précédente génération de la PAC. Faut se rappeler quand même, et c'est un peu le paradoxe de la situation, qu'il était plutôt imaginé une baisse du budget de la PAC et que s'il a été maintenu, c'est sur fond de crise sanitaire, de plan de relance, dont Carole a évoqué tout à l'heure les ambitions avec le plan de transition juste. Et c'est parce qu'il y a eu, on a pu adosser une partie du plan de relance qu'on a pu sanctuariser les niveaux de financement de la PAC. Donc voilà, c'est quand même une petite parenthèse. Donc, c'est quelque part la Covid qui sauve le budget de la PAC, c'est quand même un peu redoutable. Et je vais faire mon indiscret jusqu'au bout. Dans un groupe des Verts, bon, vous êtes tous verts, mais dites-nous un peu tout, parce que, aussi, y compris au Parlement européen, tout le monde a très envie d'une grosse politique agricole, ou bien il y a des pays qui sont vraiment difficiles? Moi, la dichotomie, elle ne se fait pas, d'un pays à l'autre, elle se fait plutôt sur l'origine des élus, quel que soit le groupe politique, et c'est plutôt une dichotomie citadins-ruraux. Et force est de constater que dans les rangs du Parlement européen, il y a de moins en moins de ruraux et de plus en plus de citadins, et que donc forcément, les citadins ne comprennent pas toujours l'intérêt d'une politique agricole commune, même si dans un débat qui tente à s'installer dans un vrai sujet, un vrai débat de société, les citadins sont de plus en plus attentifs aux pratiques agricoles. Donc, globalement, moi, je ne vois pas effectivement, je vois ce que vous voulez dire, M. Brunet, et ça a eu existé, mais je trouve qu'aujourd'hui, la remise en cause de l'intérêt d'une politique agricole commune est plutôt une menace qui s'éloigne dans les rangs des eurodéputés, quelle que soit leur obédience politique.
Voilà, donc ça, c'était la première. Alors, sur les éco-régimes, ou plus globalement, alors les éco-régimes, c'est effectivement la plus grosse illustration de la difficulté qu'on a à stabiliser cette copie de la PAC dans ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire le moment où les deux législateurs, que sont le Conseil des ministres de l'Agriculture en l'occurrence, et les élus du Parlement européen, avec l'appui de la Commission, tentent de stabiliser une copie qui satisferait à peu près tout le monde. Et là, on est en grave difficulté parce que cette copie de la PAC, qui n'était déjà pas au rendez-vous de... Parce que, je veux dire, si on reste sur la copie qui a été votée le 24 octobre 2020 par le Parlement européen en première lecture, cette copie-là, soyons très clairs, M. Brunet, n'est pas en adéquation avec les objectifs du Green Deal, avec les objectifs des deux stratégies qui sont ceux qui sortent du Green Deal. Donc déjà, de toute façon, on a une mauvaise copie à étudier. Et ce qui est un peu, je ne sais pas comment dire, décourageant, allez, on va dire ça comme ça, c'est que dans la phase de cette trilogue, sous l'impulsion du Conseil et de la présidence portugaise, mais la présidence allemande juste avant était guère plus intéressante, on affaiblit une copie qui est déjà trop faible sur ces sujets-là. Donc c'est ça. Parce que les Portugais ont toujours été des grands défenseurs de la politique agricole. Oui, mais quelle politique agricole commune? C'est-à-dire que là, il n'est pas question de dire on ne veut plus de politique agricole commune. Ce n'est pas le sujet binaire oui-non. C'est si on doit mettre en place une politique publique qui s'appelle la politique agricole commune, qui vise à accompagner l'agriculture, quelle agriculture on accompagne? Quels objectifs devons-nous porter pour cette politique agricole commune, cette politique publique en direction de l'agriculture? Et c'est là où malheureusement, les corporatistes très conservateurs, très libéraux, ont complètement la main mise sur cette politique publique et continuent de nous proposer exactement les mêmes recettes que ceux qui conduisent au constat dramatique du rôle qu'a pu jouer la politique agricole commune depuis 1993. Et là, pour qu'on comprenne bien, ce n'est pas seulement les politiques, c'est aussi une partie des agriculteurs eux-mêmes qui n'ont pas envie de faire le bout de chemin vers l'environnement. Oui, c'est presque suicidaire. C'est-à-dire que nous, on nous présente, nous les écologistes, comme les principaux ennemis de l'agriculture. C'est l'exact inverse. C'est-à-dire que quels sont les constats amenés par les deux rapports de la Cour des comptes, celui de 2018, celui de 2020. Une PAC qui a complètement échoué sur la transition écologique, c'est-à-dire que les conditionnalités, les règles de réciprocité de l'attribution des enveloppes publiques sont tellement faibles, tellement basses, que l'agriculture ne s'est pas réinventée. Que nous dit la Cour des comptes dans ces deux rapports? Que l'agriculture n'a pas su endiguer la disparition des paysans, c'est-à-dire qu'on a perdu 50% des agriculteurs en 20 ans avec ces logiques de distribution de la PAC, que cette politique agricole commune ne sera pas, avec les mécanismes qu'elle adopte, endiguer cette disparition des paysans avec une population agricole qui dans les... Enfin, 50% de la population agricole qui sera à l'âge de la retraite dans les 10 prochaines années avec une politique qui ne sait pas créer les vocations nécessaires pour que ces agriculteurs qui partent à la retraite transmettent leur entreprise à des futurs agriculteurs. Donc, quand on a un constat aussi terrible, on doit reprendre la politique agricole commune de A à Z, changer le cœur du réacteur et faire en sorte que cette politique agricole qu'on appelle encore commune et qui l'est de moins en moins, comme ça a été dit dans le chat, soit revisitée. Et donc, sur l'éco-régime, par exemple, on nous présente ça comme une solution formidable pour essayer de proposer la transition écologique de l'agriculture. Que nous dit Julien de Normandie lui-même dans un interview dans Plein Champ, il y a un mois? Il nous dit, mais on va construire les éco-régimes pour assurer les agriculteurs de manière à ce que 70% des agriculteurs, sans rien changer de leur pratique, valident l'éco-régime. Donc, ce n'est pas ça la transition écologique. C'est pas ça la transition écologique. Et donc là, on est vraiment sur une PAC
qui n'a pas d'ambition de transition écologique et qui, avec les mécanismes qui sont les siens, va continuer de perfuser de l'argent public sur le modèle agricole dont la société civile ne veut plus, qui va perfuser économiquement un modèle agricole qui n'est même plus rentable puisque un tiers des agriculteurs vivent avec moins de 350 € par mois. Et s'ils sont encore là, c'est parce qu'il y a cette perfusion d'argent public, mais alors que cet argent public doit être utilisé pour réinventer l'agriculture pour qu'elle soit aussi plus rentable. Et c'est pour ça que je vous dis que les écologistes sont les meilleurs alliés de l'agriculture, parce que ce que proposent les écologistes, c'est des solutions qui sont basées de plus en plus sur des éléments objectifs, constatés par les bilans des centres de gestion en agriculture, constatés par des scientifiques à l'INRA ou au CNRS qui nous ont d'ailleurs vanté tous les mérites des ambitions portées par la stratégie pour la biodiversité et la stratégie de la ferme à la fourchette. Et pourtant, la PAC continue d'avancer dans l'exact inverse. Donc, c'est absolument insupportable. Et si on en est là aujourd'hui dans les trilogues, et ça me permet d'ouvrir un peu plus le champ. Alors, oui, je vous ouvre sans trop vous ouvrir, c'est-à-dire qu'on va garder aussi du temps pour un peu le plan de relance, oui. Mais je voudrais vraiment boucler sur les éco-régimes et que vous nous expliquiez un peu où est votre double colère européenne et française et un peu le niveau de responsabilité aussi du niveau européen et français. Je vais quand même expliquer oui. Pourquoi on est à ce niveau de blocage au trilogue, parce que c'est important de le comprendre. Oui. Il est important de comprendre que la raison pour laquelle on n'évolue pas sur la PAC, ce n'est pas parce que c'est un gros paquebot qu'on ne peut pas manœuvrer, c'est parce que le budget de l'Union européenne vit sur les dotations des États. Et tant qu'on n'aura pas trouvé des ressources propres pour faire vivre cette Union européenne, eh bien, on continuera d'être dans cette logique prônée par Mme Thatcher il n'y a pas si longtemps que ça, du « I want my money back », et que le poids de décision du Conseil, parce que c'est les États qui décident des dotations, reste dans la logique du qui paie décide, I want my money back, et donc sont, même si le Parlement européen est devenu co-législateur, ceux qui donnent les grandes orientations de la PAC. Et c'est ça l'échec du trilogue. Et donc, si on veut réinventer la PAC efficacement, il faut, je pense, travailler sur la possibilité de l'Union européenne d'avancer sur les ressources propres. Pardon. Et effectivement, je vais finir là-dessus sur les éco-régimes. D'abord, aujourd'hui, pourquoi ça ne va pas? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'ambition portée par ces éco-régimes, à la fois par l'enveloppe budgétaire, puisque nous, le Parlement européen, on a voté 30% de la PAC conditionnée par ces éco-régimes et que le Conseil nous propose une copie à 18%. Donc, c'est presque la moitié. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas d'ambition de la part des ministres de l'Agriculture de cette Union européenne de proposer une transition de l'agriculture. Et puis visiblement, la négociation a été longue et dure. On a eu l'impression que vous étiez proche du 25% de compromis. Oui, moi, j'ai cru à ça. Ça s'est écarté. J'ai cru que on allait atterrir à 25% et on en est très loin avec les 18%. Et la deuxième chose, et là c'est plus au niveau national, et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec l'interview qu'a donnée M. de Normandie, ministre de l'Agriculture, dans Plein Champ, qui est absolument révélatrice de la volonté de ce gouvernement à faire une transition de l'agriculture, c'est que des labellisations comme HVE, haute valeur environnementale, seraient portées au même niveau de soutien que l'agriculture biologique. Sauf que c'est quoi HVE? Ça n'a rien à voir avec l'agriculture biologique. Le cahier des charges de l'agriculture biologique, pas de pesticides, et là c'est conforme aux stratégies du Green Deal. Pas d'engrais de synthèse, ça aussi c'est conforme avec la stratégie du Green Deal. Pas d'OGM, ça aussi c'est conforme avec la stratégie du Green Deal. Et bien-être animal, on en a parlé tout à l'heure avec l'ICE, ça aussi c'est conforme avec la stratégie du Green Deal. Donc l'agriculture biologique coche absolument toutes les cases du Green Deal. Et bien, plutôt que d'accompagner avec de la réelle volonté l'agriculture biologique, eh bien, on est prêt à valider la possibilité de soutien au même niveau que l'agriculture biologique, une labellisation qu'on appelle haute valeur environnementale, qui autorise, enfin, il n'y a pas de liste restrictive de pesticides, les cancérogènes sont autorisés, les mutagènes sont autorisés, les reprotoxiques sont autorisés, les perturbateurs endocriniens sont tous autorisés, et on viendrait nous présenter ça comme une avancée écologique. Et comment est-ce qu'on est certifié HVE en agriculture? En mobilisant moins de 30% de son chiffre d'affaires,
dans ce qu'on appelle les intrants, c'est-à-dire les pesticides et les engrais de synthèse. Je vous laisse imaginer des viticulteurs de Champagne, de Bourgogne, de Bordeaux, de Cognac qui font des chiffres d'affaires colossaux, mobiliser 30% de leur chiffre d'affaires dans des intrants. Moi, je ne veux pas être leur voisin. Je ne veux pas être leur voisin, ces gens-là. Hein. Et ceux-là seront certifiés HVE et donc aidés au même niveau que l'agriculture biologique. Comment est-ce que vous pensez et c'est là où il y a une double peine, en mobilisant l'argent public de la PAC sur le soutien d'une fumisterie, moi ça me fait bondir, qui s'appelle HVE, comment est-ce qu'en mobilisant l'enveloppe publique sur cette fumisterie, on va dégager l'enveloppe publique nécessaire pour soutenir plus fortement encore l'agriculture biologique et atteindre les 25% attendus par la stratégie du Green Deal. Et donc, c'est la double peine. On est sur des logiques où on perfuse le mauvais modèle économiquement, le mauvais modèle agricole, et parce qu'on a perfusé ce modèle agricole, on n'a plus l'enveloppe pour accompagner la transition pour que l'agriculture sache se réinventer. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'y a que les agriculteurs bio qui doivent avoir de l'enveloppe. Ce n'est pas ça mon propos. C'est que je dis que ceux qui veulent être accompagnés par de l'argent public doivent se réinventer. Et l'objectif de la position et de la position des Verts, ce n'est pas d'opposer les agricultures, ce n'est pas d'interdire des pratiques. Si des agriculteurs veulent continuer d'utiliser des pesticides en grand, des engrais de synthèse en grand, faire de l'élevage industriel qui télescope le bien-être animal, si c'est leur choix d'entreprise, très bien, c'est leur choix d'entreprise. Mais nous, les législateurs, nous, les élus garants du bon usage de l'argent public, on peut quand même s'autoriser à leur dire ce que vous faites là ne correspond pas aux attentes sociétales, aux attentes citoyennes, ne correspondent pas au service de l'intérêt commun. Et donc, c'est votre choix d'entreprise, mais nous, les décideurs, ne devons pas continuer de proposer de l'argent public pour soutenir ce genre d'activité. Il n'est pas question de faire d'ingérence, il est question de dire, nous, l'argent public, ça doit être un levier pour la transition, pour satisfaire les objectifs du Green Deal. C'est ça la subtilité du débat, et c'est ça qu'on n'arrive pas à faire avec la PAC, que ce soit à l'échelon européen comme à l'échelon national, avec ce label HVE qui est juste insupportable et qui correspond en rien aux grandes orientations qu'on veut donner dans ce pacte vert. Donc, voilà. Merci pour votre point de vue. On va bientôt laisser l'agriculture et revenir sur la relance. Je comprends, hein, je vous écoute, et puis c'est intéressant d'avoir un élu vert qui connaît les questions paysannes et qui les traite. Peut-être une dernière question quand même. Est-ce que finalement on a eu raison ou non de faire des stratégies agricoles nationales? Parce que moi, je connais la question, je dirais, comme un généraliste depuis longtemps. Pendant longtemps, on a dit que cette politique agricole, elle est commune. Elle est commune, donc elle n'est pas nationale. Maintenant, on a l'air de dire que non, il faut quand même tenir compte des diversités nationales et laisser de la place sur un niveau national. Et on a l'impression qu'étant revenu avec une place plus grande au niveau national, on a un peu la double peine, c'est-à-dire que les gens ne sont pas contents du niveau européen en disant que ça a été renationalisé. Et les gens au niveau national, c'est effectivement la foire d'empoigne entre différents types et désirs d'agriculteurs qui sont difficiles à concilier. Donc, en final, pour un citoyen ordinaire qui n'est pas un agriculteur, comment expliquer aussi comme un élu vert que finalement l'Europe a sa raison d'être, et sa raison d'être en étant articulée avec le niveau national, mais en ne renationalisant pas trop? Oui, mais cette logique quand même de donner plus de force aux stratégies nationales télescope une des ambitions fortes de la PAC, c'est les convergences, qu'elles soient les convergences internes et les convergences externes. C'est-à-dire que ce n'est pas comme ça qu'on va essayer d'harmoniser la façon dont on accompagne toutes les agricultures du périmètre européen. Ce n'est pas non plus en confiant la convergence interne aux États qu'on va réussir, quand on connaît le poids de la FNSEA, à avancer sur cette convergence interne. Donc, c'est tout faux. Et rappeler quand même que les références historiques qui siègent aujourd'hui à distribuer la plus grande partie de la PAC sont des références qui font référence justement à la conjoncture de 1993. C'est-à-dire que 30 ans après, on continue de proposer des indemnisations ou des compléments de revenus aux agriculteurs sur la base de la conjoncture de 93, comme si aujourd'hui, en 2021, c'était exactement la même. Et c'est ce qui explique que les éleveurs sont en grave difficulté et trop peu soutenus, que les producteurs de fruits et légumes sont en grave difficulté et pas du tout soutenus, et que les céréaliers continuent de ramasser le pactole, alors que c'est plus ceux-là qui sont les plus sévèrement en difficulté sur la mise en marché
de l'agriculture et des produits agricoles sur le marché mondial. Donc, ça nécessite de renverser la table. Enfin, moi, je vais vous la donner, la solution. C'est qu'au mois de septembre, là, on va avoir besoin de tous les citoyens pour faire en sorte que cette PAC-là ne soit pas validée. Il faut la repousser. Et si on réécrit une PAC en 2021, si la Commission, et là je regarde Carole Labbé, mais si la Commission est amenée, parce que la PAC n'est pas validée par le Parlement européen au mois de septembre, ça veut dire que la Commission devra en 2021 réécrire une nouvelle PAC. Et là, en 2021, si elle réécrit une nouvelle PAC, contrairement à 2017, quand elle a écrit cette PAC qui est actuellement étudiée, elle sera obligée d'intégrer les deux rapports de la Cour des comptes européenne de 2018 et de 2020. Elle sera obligée d'intégrer la feuille de route pour le climat qu'on a votée au début de l'année 2021. Elle sera obligée d'intégrer la stratégie du Green Deal, qui est la stratégie pour la biodiversité qu'on vient de voter, et la stratégie de la ferme à la fourchette qu'on va voter le mois prochain. Et donc là, on ne pourra pas écrire la même PAC que celle qui est sur la table aujourd'hui. Et donc, on pourra inverser des tendances lourdes et peut-être mettre enfin en cohérence ces politiques publiques et sortir d'une PAC complètement éculée, complètement anachronique, qui continue de rémunérer les agriculteurs sur la base de la situation de 1993. C'est ça la vraie démarche. Écoutez, merci en tout cas pour tous ces points de vue. Nous allons laisser la PAC après aussi avoir pris connaissance dans le chat de Pierre-Louis Gastinel qui nous rappelle, et il a raison, et c'était un peu le fil conducteur aussi de mes propos, que la démarche HVE, c'est une démarche franco-française. Donc, une partie des critiques, clairement, s'adresse aux franco-français et pas au niveau européen. Donc, le COPA-COGECA, c'est appliqué à ce qui est des équivalents HVE un peu partout en Europe. Oui, d'accord. Enfin bon, et ça c'est aussi un peu notre, enfin c'est la force du c'est la force de la France dans le COPA-COGECA et c'est aussi la difficulté. Hein. On prend les mains et on recommence. Donc laissons peut-être quelques instants la PAC. Merci en tout cas pour toutes ces prises de parole et on comprend bien, je dirais, où vous voulez aller. Et donc le Green Deal, c'est évidemment différents aspects. C'est aussi dans l'actualité les plans de relance et de résilience. Donc, c'est des choses dont on a parlé aussi dans nos précédents webinaires, mais puisqu'on a la chance d'avoir Carole Labbé qui est dans la machinerie et qui est bien dans l'actualité des choses, peut-être, Carole, un petit résumé de l'actualité de ce qui se passe actuellement sur les plans de relance et résilience. Des choses qui ne parlent pas forcément aux citoyens dans notre vie quotidienne. De quoi s'agit-il? Alors, et quel verdissement, évidemment. Oui, tout à fait. Vraiment en 2 secondes, la genèse du plan de relance. Donc, comme vous le savez, avec la crise Covid, il a été mis sur la table une proposition de la Commission dès le mois de mai 2020 qui a été entérinée par les États membres dans des négociations complexes, mais quand même assez records, puisqu'en juillet dernier, ils sont arrivés à un accord au niveau des chefs d'État pour acter un plan de relance qu'on a appelé Next Generation EU. Donc, c'est une politique pour les futures générations, pour répondre donc à la crise, de 750 milliards d'euros. Donc, c'est une première, c'est un effort de solidarité entre États membres extrêmement important, puisque c'est la première fois que l'Union européenne va devoir s'endetter sur les marchés au nom de l'Union européenne, ce qui permet à des États membres qui ont un moins bon rating sur les marchés financiers, comme l'Italie par exemple, de s'endetter à des taux très bas. Bon, c'est une vraie révolution, hein, ce truc-là. Oui, c'est une vraie révolution copernicienne. On ne pensait pas du tout que des États comme l'Allemagne accepteraient effectivement un emprunt commun ou que les pays qu'on appelle frugaux, qui sont effectivement rivés sur l'idée du juste retour, comme disait Benoît, acceptent. Mais bon, face à l'urgence et face aussi à la réalisation qu'on est tous interdépendants au niveau économique et social, qu'on a tous été touchés, que l'industrie allemande ne peut pas vivre sans les PMI industrielle italienne, il y a vraiment eu un effort commun, une compréhension commune qu'on était tous embarqués dans le même bateau et qu'il fallait avoir une réponse commune. Donc déjà, c'était quelque chose d'extrêmement novateur et d'extrêmement ambitieux. Donc l'idée du plan de relance, c'est ça, c'est répondre à la crise, mais au-delà de l'urgence, essayer de faire une relance économique, donc essayer de repartir sur des nouvelles bases en gardant justement cette boussole qu'est le pacte vert. On aurait très bien pu penser qu'avec la crise, le pacte vert soit mis à la poubelle en se disant bon, il faut relancer l'économie, business as usual, on fait toujours la même chose, etc. Certains États qu'on nommera ou qu'on ne nommera pas nous l'avaient soufflé, hein, cette idée-là. Exactement, mais bon, la Commission, je veux dire, a quand même tenu ferme là-dessus et le pacte vert est véritablement au cœur quand même du
du plan de relance. Donc, sur ces 750 milliards, en gros, il y a un instrument qu'on appelle la facilité qui va cofinancer les plans de relance nationaux. Donc, en France, vous avez sûrement entendu parler de France Relance. France Relance, c'est 100 milliards d'euros. L'Union européenne va contribuer à hauteur de 40 milliards en termes de subventions. Donc, dans tous les États membres, en fonction de la manière dont ils ont été impactés par la crise, ils vont recevoir plus ou moins d'argent. Donc, en gros, l'argent va aller surtout à l'Espagne, l'Italie, la France aussi. Et puis, et c'est de l'argent avec des subventions et avec des prêts. Donc, oui. Là aussi, on a secoué le cocotier par rapport à ceux qui ne voulaient pas entendre parler de… Alors, initialement, il faut quand même peut-être rappeler que la proposition de la Commission était plus ambitieuse sur le niveau de subvention. Et après les négociations entre différents États membres, l'équilibre s'est inversé. Il y aura plus de prêts que de subventions. Enfin, c'est à peu près à part égale entre subventions et dons. Donc, pourquoi le pacte vert est au cœur de cette relance? C'est parce qu'en fait, dans les règles de la facilité, donc l'argent qui sera mis à disposition des États membres, il y a 37% de l'enveloppe qui devra être fléchée sur le pacte vert. Donc, ça veut dire que tout ce qui est environnement, climat, donc c'est énergie propre, mobilité douce, rénovation énergétique des bâtiments, reforestation, économie circulaire, etc. Donc, ça, 37% de chaque plan doit être dédié à l'environnement et le climat. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant si les 63 autres pourcents iraient à l'encontre du climat ou de la transition écologique. Donc, il y a un principe très fort qui est nouveau aussi, qui s'appelle en anglais « do no significant harm ». Donc, ça veut dire que l'ensemble du plan, tout l'argent qui sera mis à disposition des États membres, ne doit pas nuire à l'environnement. Et ça, c'est un critère assez strict et assez complexe, en fait. Qui est-ce qui en fait cette évaluation? Alors, c'est la Commission européenne. Donc là, concrètement, c'est une task force qui a été mise en place à la Commission qui s'appelle Task Force Recover, comme relance. On est une équipe, je dirais, d'une centaine de personnes pour suivre l'ensemble des plans de relance dans tous les États membres. On est aidé par différentes DG. C'est une approche commune et collective puisque les plans de relance parlent à la fois de transport, d'énergie, mais aussi d'agriculture, d'éducation. Il y a un fort volet social, donc il y a une composante sociale très forte. Et puis aussi les DG plus techniques comme la Connect, donc tout ce qui est environnement digital, puisque donc, il y a les 37% qui devront être alloués aux investissements climatiques. Et il y a aussi une cible de 20% qui doit être dédiée aux investissements pour la numérisation de l'économie. On l'a vu aussi pendant le Covid, et notamment dans les territoires ruraux. S'il n'y a pas la fibre, s'il n'y a pas la connexion, ils resteront encore plus enclavés qu'auparavant. Donc, on a ces deux objectifs quantitatifs. Et donc, sur le pacte vert, je vous dis, c'est 37% d'investissements qui devront être dédiés à la biodiversité, à l'environnement et au climat, et l'ensemble des autres financements qui seront apportés par l'Union européenne, où là, on sera assez vigilant, même très vigilant. C'est un critère d'analyse du plan qu'on est en train de regarder pour faire en sorte qu'il n'y ait aucun investissement dans les énergies fossiles, qu'il n'y ait aucun investissement dans les chaudières à gaz, qu'il n'y ait pas d'investissement qui impacte négativement l'économie circulaire. Ou par exemple, pour la décarbonisation de l'industrie, il y a des États membres qui nous ont présenté des investissements dans des installations industrielles qui dépendent des quotas carbone. Dès lors qu'il y a une législation sur les quotas carbone, il n'y a pas de raison de donner de l'argent public à un industriel s'il ne va pas au-delà de ce que la législation en termes de quotas lui impose. Donc tout ça, ça demande quand même un travail assez fin, assez méticuleux, assez compliqué et pas mal de négociations aussi avec chaque État membre. Donc vous le savez sans doute, la France a soumis à la Commission européenne officiellement son plan de relance fin avril. Ça veut dire que concrètement, on a 2 mois côté commission, donc ça c'est dans le règlement sur la facilité sur la relance. On a 2 mois pour analyser le plan, donc ça veut dire que là, fin juin, c'est imminent. Là, on est vraiment en train de fine-tuner, donc de regarder les derniers détails. On va adopter le plan français si effectivement tous les critères qu'on doit analyser sont bien remplis, et en particulier ceux sur le pacte vert, mais bon, il y en a d'autres, sur la résilience sociale, etc., ou sur le numérique, ou sur la mise en place de structures d'audit et de contrôle pour qu'il n'y ait pas de double financement ou d'abus ou de fraude, parce que pour la France, on parle de 40 milliards d'euros, pour d'autres États membres, ça peut être aussi plus important. Et comme, contrairement aux fonds structurels ou aux fonds PAC, où on va payer
l'État membre, je dirais, surfacture, après service fait. Là, on va donner l'argent avant que les projets soient faits. Donc, ça veut dire qu'ex ante, la Commission a un rôle assez important de vérification que tout est bien carré pour éviter qu'il y ait des doubles financements, qu'il y ait de la fraude, qu'il y ait de la corruption, etc. Donc, c'est un travail assez méticuleux qu'on est en train de finaliser. Une fois que la Commission aura validé les plans de relance nationaux, donc par exemple la France fin juin, le Conseil, donc les autres États membres, vont avoir un droit de regard sur ce que chaque autre État membre aura proposé comme plan de relance pour valider in fine le plan. Et ce n'est qu'après ça, donc cette validation, qu'on pourra décaisser et donc payer les États membres sur les investissements et les réformes qu'ils ont proposées. Bon, là, on est sur un exercice tout à fait inédit en vitesse rapide et aussi il faut peut-être insister sur cette vitesse parce que certains États ont eu tendance à dire que c'est trop lent, là où est l'argent, mais finalement on n'a jamais été capable d'aller aussi vite sur un mécanisme aussi complexe. Effectivement, c'est finalement… On risque peut-être d'aller trop vite aussi dans le jugement de ce qui est vert. Hein. Là, on a des équipes très, très strictes qui regardent ça d'un œil extrêmement vigilant sur le principe de non-atteinte à l'environnement. Donc, on passe vraiment investissement par investissement, ligne à ligne, quel va être l'impact de chaque investissement sur 6 critères liés à l'environnement. Donc, ça peut être quel est l'impact de tel investissement sur la biodiversité, quel est l'impact sur l'économie circulaire. Un exemple tout bête, vous faites de la rénovation énergétique d'un bâtiment. Si les matériaux ne sont pas recyclés dans le processus de rénovation, on ne donne pas notre accord pour financer l'investissement. Si je sais pas, vous rénovez des passes à poissons sur un fleuve, mais que vous en faites que 2 alors qu'il y a 10 barrages sur le fleuve, ça veut dire que les espèces ne pourront pas remonter les cours d'eau et que donc là, on ne financera pas parce que ce n'est pas un plan global. Donc, ce qui a mis du temps et donc la critique qu'on a bien entendue, puisqu'elle émanait aussi de la France et des autorités françaises, pour ne pas les nommer, sur la lenteur du processus de négociation et de validation des plans, effectivement, ça a pris du temps puisque avec les Français, les autorités françaises, on a engagé un dialogue depuis le mois d'octobre dernier pour arriver à un plan qui réponde à l'ensemble de nos critères fin avril. Ce qui nous permettra de respecter le délai des 2 mois pour être sûr que tous les critères sont remplis. Mais effectivement, c'est un exercice très fastidieux, très long, très complexe, puisque, comme je le dis, on va payer ex ante, enfin, une fois que les projets seront validés, mais on ne va pas le payer sur facture, donc ça demande un travail quand même très, très complexe en amont pour faire en sorte que chaque investissement réponde à l'ensemble des critères, notamment du pacte vert, et évidemment, c'est compliqué, ça demande des analyses assez fines. Bon, et effectivement, en termes de calendrier, le mieux est parfois l'ennemi du bien, mais enfin, pour des observateurs attentifs dont j'essaye de faire partie, franchement, coup de chapeau sur l'ensemble des acteurs et réponse en tout cas à ceux qui disent que ça devrait aller plus vite. Aller plus vite serait tout à son contraire au règlement et contre-productif en termes de réussite. Peut-être juste un mot, Benoît Biteau, parce que je peux m'imaginer qu'il peut y avoir un peu de frustration du Parlement européen aussi dans cet exercice de vitesse où la balle va passer de la Commission au Conseil et que vous aussi, vous voudriez avoir votre avis sur les différents plans nationaux, mais au risque aussi de ralentir le processus. Qu'est-ce que vous dites de ce calendrier ? Enfin, ce serait malhonnête de dire que le Parlement n'a pas pu déjà s'exprimer sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a quand même pu apporter une vision. Encore une fois, la satisfaction n'est pas entière. Parce que je rappelle que sur le plan de relance, la position du Parlement européen était à 2000 milliards d'euros au lieu des 750. Mais la Commission, à un moment donné, avait dit qu'idéalement, ce serait 5 000 milliards pour vraiment relancer les choses. Donc voilà, il y a eu une négociation, il y a eu des étapes. Aujourd'hui, on est stabilisé sur ces 750 milliards. Moi, je trouve que c'est quand même inédit. C'est-à-dire et c'est la raison pour laquelle nous, on a quand même validé ce plan de relance, y compris les Verts, hein. C'est que c'est quand même inédit, c'est-à-dire que pour la première fois, je pense que c'est un moment historique et ça participe à une construction de l'Union européenne telle qu'on l'a
telle qu'on la voudrait, c'est que c'est cette volonté de mutualiser. Enfin, voilà, Oui, même et si puis ça il y va a nous des obliger à imperfections. chercher des ressources propres, hein. Voilà, c'est ça. Donc, il y a cette volonté de mutualiser, cette volonté, effectivement, d'ouvrir le débat sur les ressources propres que j'ai évoquées comme un frein important à pouvoir porter des politiques publiques plus ambitieuses. Donc, il y a quand même des choses qui vont dans le bon sens et c'est la raison pour laquelle je pense qu'à ce stade, maintenant, il faut agir. Je crois qu'il y en a besoin. Bon, on aurait aimé davantage de réciprocité, on aurait aimé, plutôt que de sauver des économies qui sont un peu d'une autre époque, on profite aussi de ce plan de relance pour une transition peut-être plus franche vers des logiques économiques un peu différentes. Mais à ce stade-là, on peut dire que, et c'est ça aussi l'ADN, entre guillemets, de l'Union européenne, c'est que de toute façon, on est toujours sur des compromis, sur des consensus, et que il n'y a jamais la copie idéale pour tout le monde. Et donc, c'est celle qui arrive à se stabiliser, qui arrive à être reconnue et de laquelle on peut se satisfaire, même si parfois la stabilisation est peut-être un peu décalée. Je ne veux pas revenir sur la PAC, je vous ai dit ce que j'en pensais. Mais là, en l'occurrence, sur le plan de relance, ce n'est pas parfait, mais je pense que maintenant, il faut agir. Je vais laisser la parole à Carole, mais sur la notion de copie parfaite, je fais le lien aussi avec une question qui est dans le chat. En cas de non-validation, que se passe-t-il? C'est-à-dire, quelle est la fin du processus? La commission examine, elle va présenter ses conclusions, le Conseil devrait valider. C'est assez peu courant qu'un État ait envie de dire du mal de son voisin, mais enfin, qu'est-ce qui peut se passer? Validation, pas validation? Et quelle est la dernière étape? Disons que côté commission, nous, on aura vraiment tout fait pour rentrer et faire rentrer les plans soumis par les États membres dans les critères du règlement. Hein. Donc, on espère vraiment que le Conseil ne remettra pas en cause l'analyse de la commission, mais tout peut arriver puisque les critères, il y a toujours une part de subjectivité. Effectivement, on n'aime pas trop au sein du Conseil, et vous le savez très bien, faire du naming and shaming de son voisin. Donc, mais bon, on verra, on n'est pas à l'abri de certaines surprises. Et le Conseil le Conseil doit se prononcer à l'unanimité, à la majorité? À la majorité qualifiée. D'accord. Oui, ça facilitera le processus. Et donc, si jamais le Conseil devait retoquer un des plans, effectivement, il y a une possibilité, il y aura une demande à l'État membre concerné de resoumettre un plan qui respecte les critères. Donc, c'est jamais complètement raté. Et après, en termes de mise en œuvre, c'est la même chose. C'est-à-dire que si un État membre ne répond pas aux objectifs qu'il s'est lui-même fixés, puisqu'on va vérifier tous les 6 mois l'atteinte des investissements et des réformes sur lesquels l'État membre s'est engagé à mener pour toucher l'argent de la facilité. Si jamais il y a un décalage une ambition plus faible par rapport à l'atteinte des objectifs et des cibles qui s'étaient fixées, et ben, il y aura une renégociation, une réécriture éventuelle du plan ou de la part de l'investissement qui n'a pas pu être finalisé. Ça peut tout à fait arriver, hein, ce n'est pas un regard strict. Donc, il y a une marge de flexibilité dans l'espace de mise en œuvre. Mais je voulais peut-être rebondir sur une dernière chose qu'avait dit Benoît Biteau. Effectivement, l'idée de ce plan de relance est éminemment liée à celui de la question des ressources propres. Et d'ailleurs, donc en juillet, la Commission va mettre sur la table une proposition d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, donc une sorte de taxe carbone aux frontières, qui pourrait générer 50 milliards, enfin, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais qui pourrait générer pas mal de milliards d'euros, et donc abonder un budget véritablement européen sans que les États membres aient à dire j'ai mis ça, je retire ça. Et donc s'éloigner de cette logique du juste retour pour permettre à la Commission européenne de faire des propositions véritablement qui est son rôle, hein, c'est vraiment le rôle de base de la Commission, de faire des propositions qui visent l'intérêt général européen. Et donc ça pourrait nous laisser des marges de manœuvre plus importantes dans l'élaboration de notre politique publique. Et particulièrement par rapport au plan de relance, l'objectif, puisque c'est la Commission qui va emprunter l'argent sur les marchés au nom des États membres, c'est que ce soit la Commission elle-même qui rembourse cet argent. Et donc, si on a des ressources propres, évidemment, ça va nous faciliter la vie. Et à terme,
envisager des choses de manière plus ou moins optimiste, mais si besoin, ça pourrait nous donner des marges de manœuvre pour faire un deuxième plan de relance ou répondre à des besoins politiques de transition écologique, puisque effectivement les chiffres sortis par la Commission sur les besoins de financement pour réaliser cette transition écologique sont gigantesques. Et de toute façon, avec l'argent public, on n'y arrivera pas seul, même en cumulant argent public national, argent public européen, il va falloir aussi de l'argent privé. Mais pour vraiment essayer de tendre au plus près de ces besoins, des ressources propres sont plus que nécessaires, et là-dessus, on est complètement en ligne avec ce que vient de dire Benoît Biteau. Bon, et puis on a raison effectivement tous d'insister sur cette nouveauté, ce chemin nouveau et qui va occuper les institutions pendant toutes les années qui viennent et nous intéresser. Nous arrivons tout doucement à la fin, il est 20h15. Oui. Ce n'est pas complètement nouveau. On a connu une Europe qui avait des ressources propres. On a dérivé sur une Europe qui fonctionne avec les dotations et on voit bien qu'il faut qu'on revienne sur ce sujet d'un budget basé sur... Non, vous avez raison que si on revient dans l'histoire, tout n'est pas entièrement nouveau. Mais effectivement, de cette ampleur, enfin dans ce gabarit, on entre dans un nouveau tunnel. Mais écoutez, avant de vous remercier, je vais vous laisser un dernier tour de piste, peut-être en commençant par Carole et en finissant par Benoît. Bon, les choses que nous n'avons pas encore dites et que vous voudriez indiquer, un souhait peut-être pour l'avenir. Bon, on a compris que chacun, et qui, nous l'espérons, va aller à la plage au mois de juillet ou au mois d'août, doit rester attentif à l'actualité européenne parce que les choses vont continuer. Donc, il n'y a pas de... Personne ne va partir complètement en vacances. Et en tout cas, ces plans de relance et de résilience, notamment, sont des sujets vraiment sérieux. Les sujets de PAC sont sérieux aussi. Et là, franchement, on va bien regarder l'actualité pour voir comment va se passer le trilogue. Moi, j'ai bien l'impression, mais peut-être je serai démenti, que soit la présidence portugaise y arrive au finish, c'est pas impossible, sinon c'est passé du côté slovène et ça va être encore bien compliqué. Mais bon, peut-être on va faire un tour d'espoir et de pronostic pour les mois qui viennent. On commence par Carole. Bon, les choses sur lesquelles nous devons rester attentifs en cohérence avec notre sujet, ce verdissement des politiques européennes, ce Green Deal dans la pratique, quelles sont pas les prochaines étapes, mais quels sont les espoirs et les choses vraiment à garder en tête pour les mois qui viennent, du point de vue de la Commission européenne? Il y a énormément de choses, donc ce serait difficile d'évoquer tout ce qui va se passer en termes de Green Deal, mais moi, ce qui me tient en tout cas personnellement particulièrement à cœur, et c'est ce dont on vient de parler, c'est la capacité maintenant de l'Union européenne à mettre en place véritablement des ressources propres, et en particulier sur le mécanisme carbone aux frontières, parce que les émissions de l'Union européenne, même si elles diminuent fortement, il ne faut jamais oublier, ça apparaît rarement dans les calculs, mais les émissions importées. Et si on ne met pas cette taxe, en fait, si on n'arrive pas à se mettre d'accord d'ici 2023 pour mettre cette taxe en place et qu'elle soit effective et compatible avec les règles de l'OMC, etc., ce qui va être un exercice quand même très, très compliqué techniquement et politiquement, si on n'y arrive pas, on va aller vers plein de déception, en fait, parce que les industries vont pouvoir encore plus et continuer à exporter leur production dans des pays où la législation n'est pas du tout la même que celle de l'Union européenne. Donc, je pense que c'est un sujet éminemment important, tout ce qui concerne la taxe carbone aux frontières. Et puis, il y a aussi un autre sujet qui me tient un peu à cœur, parce que j'avais travaillé dessus dans ma vie précédente, c'était la directive sur la taxation de l'énergie, qui est une sorte de serpent de mer de l'Union européenne. Et là, on va remettre une proposition aussi cet été pour vraiment que la taxation de l'énergie reflète le contenu carbone de chaque produit, etc. Et notre proposition avait été détricotée à l'époque par les États membres. Donc, on espère que là-dessus aussi, on va pouvoir, avec le levier fiscal et avec le levier du prix du carbone aux frontières, permettre vraiment un Green Deal effectif. Voilà. Une taxation sur l'énergie qui nous décourage de revenir au low cost aérien comme avant ou des choses de ce type-là. Par exemple. De changer aussi un peu nos problématiques de consommateurs, parce que c'était aussi une thématique qu'on ne pouvait pas couvrir, mais enfin qui est importante. C'est-à-dire que les plans de relance, ce n'est pas seulement la relance par les autorités publiques, c'est aussi
le comportement de chacun pour accompagner cette relance plus verte. Ouais. Ben, merci Carole. Alors du côté de Benoît Biteau, un petit mot de conclusion et puis peut-être aussi nous faire un pronostic là, sur cette sortie de crise agricole, la PAC. On va y arriver là, sous présidence portugaise ou non? Oui, c'est possible parce que les trilogues, moi j'ai une réunion de trilogue qui reprend de mémoire la semaine prochaine. Donc on a des Vous ne réunions. faites que ça en ce moment, des trilogues. Oui, on en fait beaucoup, ouais. On y Ouais. passe beaucoup de temps. Mais je pense que le Portugal a vraiment la volonté de terminer. Moi, c'est pas tellement ça qui me tracasse, c'est le contenu. C'est-à-dire que cet exercice d'essayer de tenir un calendrier, bon, c'est un pronostic Ouais. intéressant, mais moi, ce qui me tracasse franchement, c'est le contenu. Donc, on verra si le Portugal arrive à stabiliser un contenu qui satisfait un maximum d'acteurs. Moi, je suis pas forcément de ceux qui espèrent grand-chose de ce trilogue. Moi, je vous l'ai dit et je le redis, c'est que je pense que la bonne stratégie, c'est de repartir d'une feuille blanche. C'est de repartir d'une feuille blanche parce que même si on revenait sur une PAC qui ressemblerait à celle que le Parlement a validée au mois d'octobre, elle est trop décalée par rapport aux enjeux et aux défis contemporains qu'on doit relever. Et donc, repartir d'une feuille blanche en 2021, je le répète, c'est intégrer des données nouvelles, des éléments nouveaux qui ont fait l'objet d'un vote, au moins au Parlement européen, et pour lesquels on ne peut pas, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc moi, je pense que la bonne démarche, c'est de repartir d'une feuille blanche, peut-être se donner une année de transition supplémentaire, mais se permettre de dire que la PAC qu'on va valider pour les 7 ans soit vraiment en adéquation, alignée sur les grandes ambitions qu'on veut donner à ce pacte vert. Moi, je pense que c'est le salut de tous et au premier rang desquels les agriculteurs. Au premier rang desquels les agriculteurs, qui pour beaucoup d'entre eux sont en grave difficulté, parce que la distribution des enveloppes de la PAC est parfaitement injuste. On est dans les vieux travers du 80-20 qui nous poursuit depuis la Révolution française en 1789, où 80% de l'enveloppe n'est captée que par 20% des acteurs. Ça veut dire qu'en creux, les 80 autres doivent se satisfaire de la part de gâteau qui ne représente que 20% de l'enveloppe. Donc on doit sortir de cette logique-là, dans l'intérêt de la société, dans l'intérêt des générations futures et dans l'intérêt des paysans eux-mêmes. Voilà, donc c'est ça mon pronostic, en tout cas moi, et ça m'invite, et ça fait le lien avec l'ICE. On a toujours tendance à présenter l'Union européenne comme la lointaine structure qui fait des choses sans intégrer ce qu'attendent les citoyens. On voit qu'une ICE fait la démonstration inverse. Et puis, moi, je sais, parce que je le suis aussi, je sais que les députés sont particulièrement sensibles à des citoyens qui les sollicitent, qui les alertent sur des votes à tenir, sur des positions à tenir lors des votes. Et si les citoyens veulent vraiment faire bouger cette agriculture, ils peuvent aussi saisir leurs eurodéputés pour leur dire, nous, c'est pas ça qu'on veut. Et l'amendement de rejet que j'ai réussi à déployer lors du vote en première lecture de la PAC a quand même bénéficié d'un vote d'un tiers du Parlement européen. Un tiers du Parlement européen n'était pas convaincu par cette copie de la PAC. Je pense qu'elle va sortir encore davantage affaiblie. Et si les citoyens veulent renverser la table, ils doivent mettre la pression sur leurs eurodéputés de manière à ce que ce tiers d'eurodéputés devienne une majorité, c'est-à-dire 50% des députés plus un, pour dire non, ce n'est pas ça le chemin que doit prendre cette politique communautaire, cette politique publique. C'est celle qui intègre les enjeux du climat, les enjeux de la biodiversité, les enjeux de la santé et les enjeux d'un revenu décent pour les paysans. Et donc, il faut la réécrire. Bon, ben merci pour ces conclusions. Vous répondez aussi à l'une de nos participantes qui se demandait, mais c'était un peu un autre sujet, comment se faisait la vie d'un parlementaire européen au milieu des différents lobbies. Mais bon, ceci nous entraînerait un peu plus loin. Vous avez fait tout de même un appel à la relation avec les élus. Et moi, je vais vous remercier chaleureusement pour vos apports et vos convictions et donner rendez-vous à nos auditeurs le 30 juin, puisque ce sera notre dernier webinaire de la saison
nous aurons la chance d'avoir deux femmes de nationalité portugaise pour nous parler d'un petit bilan et perspectives de la présidence portugaise. L'une d'entre elles est une élue socialiste au Parlement européen, c'est Margarita Marques, et l'autre est une chercheuse de l'Institut Jacques Delors, Sofia Fernandez, avec laquelle nous avions déjà parlé de politique sociale. Donc nous remercions toujours vivement les intervenants et intervenantes qui nous font le plaisir et l'effort d'expliquer avec pédagogie et conviction ce qui se passe au niveau européen. Et j'ajouterai pour la PAC aussi au niveau français. Donc de ne pas non plus penser que tout ce qui est mal se fait à Bruxelles, tout ce qui est bien se passe chez soi. C'est évidemment plus compliqué. Et puis, de toute façon, il faudra nous décoder tout ça, puisqu'après la présidence slovène, on aura une présidence française. Donc, je ne doute pas que ces bons sujets vont revenir sur le tapis. Eh bien, écoutez, je bois un coup à votre santé virtuellement. Je remercie nos participants également d'être encore parmi nous. Ce webinaire sera enregistré, donc on se fera un plaisir aussi de vous le transmettre. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser aussi comme élément pédagogique avec différents publics. Ceci est le petit apport de la Maison de l'Europe à Nantes qui vous souhaite bien le bonsoir. Merci à vous. Carole et Benoît. À une prochaine. Au revoir.